Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 188e briefing qui, comme toujours, entend vous apporter un éclairage sur l'actualité en Russie. Alors, vous pouvez voir, aujourd'hui, on est en format réduit, puisque aussi bien Pavel qu'Arnaud sont sur les routes du monde pour porter la bonne parole. Donc, aujourd'hui, je suis à Moscou, Igor est à Paris, et c'est sur ses épaules qu'on va porter la lourde tâche de vous informer sur tous les aspects de l'actualité. Donc aussi bien l'économie et la politique russe, mais aussi les affaires étrangères, les affaires mondiales. Et donc, sans plus attendre, Igor, c'est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par l'économie et avec d'abord du commerce, puisque on a eu les premières statistiques pour 2023, donc du commerce extérieur de la Russie qui commencent à être publiées. Et on a constaté que l'Asie représentait 72% des exportations de la Russie et que l'Europe ne pesait plus que 20% dans ses exportations, ce qui correspond à une chute vertigineuse de près de 68% pour l'Europe par rapport à 2022, ce qui n'est pas véritablement une surprise. En revanche, c'est vraiment l'ampleur de ce tournant asiatique, de ce pivot oriental, de ce grand basculement vers l'Asie, appelez-le comme vous voulez, qui est illustré par le commerce. Et on peut rappeler à cet égard la place que tient la Chine dans le commerce extérieur de la Russie en général. Là, je vous parlais des exportations avant, mais quand on regarde la place de la Chine dans le commerce extérieur, c'est-à-dire avec les importations aussi, eh bien, la Chine pèse pratiquement 30% de ce commerce extérieur, puisque il y a pratiquement eu pour 220 ou 225 milliards de dollars d'échanges entre Russes et Chinois l'an dernier, pour un commerce extérieur total de la Russie qui était de l'ordre de 770 milliards de dollars. Donc évidemment, il y a des mouvements très profonds et très puissants qui se passent. Le ministère du Développement économique a précisé la croissance pour le dernier trimestre 2023 qu'il a évalué à un peu plus de 6%, 5,1%, donc au quatrième trimestre. Je rappelle que l'an dernier, les chiffres définitifs pour la croissance russe donc, l'établissent à 3,6%, ce qui est évidemment très haut, plus haut que les pronostics même les plus optimistes qui étaient faits par le ministère du Développement économique et même plus optimistes que le FMI, qui avait revu, souvenez-vous, on en avait parlé, qui avait revu tout au fil de l'année 2023 à la hausse ses prévisions de croissance pour la Russie. Je rappelle que pour l'an prochain, le FMI table sur 2,6% de croissance en Russie. Je passe sans transition à l'actualité politique, puisque Vladimir Poutine a promulgué hier la loi qui vise à confisquer l'argent et les biens des personnes reconnues coupables d'avoir propagé des fausses nouvelles sur l'armée russe. Souvenez-vous, là aussi, c'est un sujet qu'on a traité ces dernières semaines. Cette loi donc, qui avait été mise au vote fin janvier à la Douma d'État et qui avait été validée par la Chambre haute du Parlement, donc le Conseil de la Fédération. Un petit peu après, elle a donc été promue par le président russe hier. Justement, le porte-parole de la Douma d'État, M. Volodine, a suggéré en février d'interdire pour les sociétés russes de mettre en place des publicités sur les sites Internet et les réseaux sociaux des personnes qualifiées d'agents de l'étranger. Ça, ce serait évidemment une mauvaise nouvelle pour ces personnes, puisque souvent, elles vivent aussi, ou en tout cas se financent parfois de manière assez conséquente grâce à la publicité qui est diffusée à travers leur chaîne en ligne et autres. Évidemment, si jamais les sociétés russes décident ou sont interdites d'utiliser ces canaux pour faire de la publicité à travers ces canaux, eh bien, ce serait une source de revenus parfois considérable qui se fermerait donc pour ces blogueurs et autres commentateurs, puisqu'on part du principe qu'a priori, il y a peu de chances qu'ils reçoivent de financement de la part de sociétés étrangères, puisque le public, évidemment, visé n'est pas le même. Donc là aussi, un, un sujet à surveiller au pouvoir. Donc, sondage du 10 février sur les intentions de vote à l'élection présidentielle russe du mois de mars. Donc,
Sans surprise, l'immense majorité, 75% des répondants affirment qu'ils voteront Vladimir Poutine. 5% voteront a priori pour le candidat de Jean Nouveau, M. Davankov, et le candidat communiste Karitonov et le candidat LDPR Soutsky recueillent environ chacun 4% des voix. 75, 5, 4, 4. Alors, ce serait quand même une mauvaise nouvelle pour les partis d'opposition systémique, hein, le LDPR et le KPRF, puisque si on regarde les résultats de 2018, en 2018, Vladimir Poutine, en mars 2018, Vladimir Poutine est réélu dès le premier tour avec environ 77% des voix. Et le candidat communiste, M. Grodinin, finit deuxième avec 12% des voix. Et le candidat du LDPR, son personnage historique pour le LDPR, M. Jirinovski, remporte 5,6% des voix. Alors évidemment, pour les communistes, passer de 12% à 4%, c'est quand même une chute vertigineuse. Et pour le LDPR, on voit quand même qu'ils perdent environ 2%, 1,5% dans ce sondage-là. Et donc, ce serait plutôt les gens nouveaux qui permettraient de, comment dirais-je, qui grappilleraient des voix aux deux, plus encore la masse des indécis qui ne se prononcent pas. Je crois que dans ce sondage, c'est environ 8%, ce qui fait encore beaucoup d'indécis qui préciseront probablement leur vote dans les semaines qui restent. Enfin, selon Vedomosti, Vladimir Poutine pourrait s'adresser à l'Assemblée fédérale le 29 février prochain. Discours à l'Assemblée fédérale qui sera a priori programmatique, hein. Je rappelle qu'il n'y en avait pas eu le dernier. Là, on est dans, je dirais, les semaines qui précèdent l'élection présidentielle. Ce sera probablement un discours qu'on peut attendre programmatique, où il va dessiner les grandes lignes pour l'économie du pays, pour parler de politique intérieure, parler évidemment de l'opération militaire spéciale, ce qui contrastera, comme je le disais avec l'an dernier, où il n'y avait pas eu d'adresse à l'Assemblée fédérale. Donc ce sera un grand rendez-vous, hein, traditionnellement de la vie politique en Russie. Je rappelle que parmi les dernières adresses à l'Assemblée fédérale qui étaient marquantes, il y avait celle de 2018, qui avait été assez exceptionnelle, hein, justement, parce que le président russe avait notamment s'était attardé assez longuement sur la politique étrangère et la politique de défense, ce qui n'est pas nécessairement dans le but de cet exercice, hein. Et il avait présenté des systèmes d'armement hypersoniques très très sophistiqués, à grand renfort d'images et d'images de synthèse. Une fois de plus, c'est quelque chose qui est en rupture complète, aussi bien sur la forme que sur le fond, avec le but de cet exercice. Donc là, on verra le 29 février, si ça se précise, ce qu'il en est. Et j'en viens donc maintenant au volet diplomatique, plutôt ce qu'il en reste de la diplomatie avec tout d'abord l'aide à l'Ukraine. Alors, traditionnel point sur les États-Unis, où pour l'instant, j'allais dire, le suspense continue de perdurer, puisque cette semaine, le Sénat, majorité démocrate, a voté l'enveloppe d'aide à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan, hein, donc un budget d'environ 95 milliards de dollars, qui ensuite est parti pour approbation à la Chambre des représentants, qui, elle, est à majorité républicaine, où le porte-parole de la Chambre des représentants, M. Mike Johnson, a fait comprendre très rapidement qu'il ne soumettrait pas au vote ce texte en l'état actuel de la situation. Donc pour l'instant, le suspense, comme je vous dis, continue de perdurer. Toujours sur l'aide militaire en Allemagne, le ministre de la Défense, M. Pistorius, a annoncé que l'Ukraine recevrait 3 à 4 fois plus de munitions cette année qu'elle en a reçu en 2023. Alors évidemment, présenté comme cela, ça paraît assez positif, hein, pour les Ukrainiens, sauf que quand on s'intéresse aux quantités que cela suppose en termes de munitions, eh bien, on arriverait sur des quantités, des volumes d'environ 250 000 obus, hein, tout calibre confondu, puisque l'Allemagne l'année dernière a livré un peu moins de 50 000, un peu moins de 50 000 obus. On arrive même donc à moins de 250 000 de moins de 250 000 au but qui serait livré en 2024, ce qui évidemment est probablement bien, mais évidemment pas suffisant pour les besoins de l'armée ukrainienne. Je rappelle qu'aujourd'hui, on estime que l'armée ukrainienne en chaque jour 2000 à 3000 obus ou plus. Je vous laisse faire le compte pour savoir ce que ça pourrait, à quoi cela pourrait correspondre, hein. Sur un qui, je rappelle, s'étend quand même sur plus de 1000 km, mais avec des zones où les affrontements sont très intenses, qui sont somme toute très localisées. Du côté de l'Europe, toujours, on a appris, confirmé plutôt aujourd'hui, que M. Zelensky
se rendra demain et après-demain en tournée en Europe. Il sera à Paris donc demain où il rencontrera le président Macron. Et il sera le 17 février déjà à Munich pour la conférence sur la sécurité de Munich, un grand rendez-vous international pour les questions de sécurité. Au cours de ces 2 jours de tournée, il va donc rencontrer M. Macron, il va rencontrer également le chancelier allemand Olaf Scholz. Il rencontrera aussi manifestement la vice-présidente américaine, Madame Kamala Harris, le président tchèque, le premier ministre danois, le premier ministre hollandais et d'autres responsables politiques, mais également des responsables des cercles d'affaires et des industries de défense européennes, avec évidemment toujours en ligne de mire ce projet d'intensifier, de construire des synergies entre les armuriers et les industries de défense européennes d'un côté et le complexe militaire industriel ukrainien de l'autre. Donc, tournée de M. Zelensky, à l'occasion de laquelle il devrait signer à Paris demain un accord de coopération et de sécurité bilatérale donc entre la France et l'Ukraine. On se souvient, j'avais évoqué ici il y a quelque temps ce que les Britanniques avaient signé, ce que les Allemands vont très certainement signer à l'occasion de la conférence de la sécurité de Munich ce week-end. On voit la mise en place donc, de ces accords bilatéraux entre des pays occidentaux, européens en l'occurrence, et l'Ukraine. Enfin, toujours sur ce volet de soutien, encore que là, en l'occurrence, c'est plutôt d'obstruction au soutien, la Hongrie qui a bloqué le 13e paquet de sanctions de l'Union européenne. Alors, elle avait voté, enfin, plutôt, plus ou moins, excusez-moi, elle s'était abstenue de veto en ce qui concernait l'enveloppe de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine pour 4 ans. Hein, j'en avais parlé la semaine dernière. En revanche, sur le 13e paquet, monsieur Orban a bloqué donc l'approbation de ces sanctions. Alors, manifestement, selon Financial Times, non pas en raison comment dirais-je, des entités russes qui seraient visées dedans, des personnalités russes qui seraient visées dedans, mais en raison des sanctions qui seraient mises par l'Union européenne sur des sociétés chinoises. Et c'est visiblement l'inclusion de ces sociétés chinoises qui aurait provoqué le blocage, le veto hongrois. Maintenant, l'incontournable, l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson, qui a été publiée vendredi dernier, donc le lendemain de notre briefing, mais nous en parlions déjà la semaine dernière. Interview donc, qui a duré un peu plus de 2 heures et qui a vu le journaliste américain poser près de 60 questions au président russe, et qui portaient essentiellement sur le conflit en Ukraine, évidemment, tout le monde s'en doute, mais également sur d'autres sujets. Euh, que faut-il en retenir tout d'abord, pour ceux peut-être d'entre vous qui l'ont vu, c'est évidemment le grand dégagement historique de 25 minutes dans lequel s'est lancé le président russe d'entrée de jeu, hein, dès la première question, qui ne portait d'ailleurs pas spécifiquement sur l'histoire des relations entre la Russie et l'Ukraine, et l'histoire de la création de l'Ukraine, mais le président russe a jugé bon de comment dirais-je, commencer par une mise en historique qu'il a présentée comme devant durer 30 secondes, minutes, mais qui a duré en fait 25 minutes, donc qui était très très longue, dans lequel il est revenu sur le 9e siècle, la christianisation de la Russie. Enfin, il a fait vraiment brosser un panorama très 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 large de cette histoire. Euh, il est revenu évidemment, je ne rentrerai pas dans le détail, sur la litanie de griefs, je dirais en tout cas de désaccords profonds qui existent entre la Russie et les Occidentaux depuis 1991. Et il a également donné des éléments, sa perception des choses sur le conflit en Ukraine et ses origines. Il a rappelé que pour lui, ce conflit débute en réalité pour ses origines en 2013-2014, hein, dans les événements qui ont conduit au changement de régime à Kiev. Euh, il a expliqué que les accords de Minsk avaient été, comment dirais-je, un procédé dans lequel les Russes avaient été trompés hein, par les Occidentaux. Il est revenu sur les pourparlers d'Istanbul, mais il a expliqué également que les objectifs de l'opération spéciale, selon lui, n'étaient toujours pas atteints, sans qu'il les précise davantage. Pour autant, cela dit, il a quand même, c'est à mon avis important de le souligner, il a quand même expliqué que les villes de Kharkov, Odessa et Nikolaïev étaient selon lui des villes russes. Et évidemment, cela peut faire référence aussi à cette notion d'objectif de l'opération spéciale. Y a-t-il des ambitions territoriales plus larges qui incluent notamment ces villes? Ça, on le verra. Euh,
Alors, il a parlé évidemment des relations entre les États-Unis et la Russie, mais une fois de plus, si jamais cette interview était destinée à un public américain, ce que je pense, hein, je pense que l'exercice est plutôt raté parce que commencer par un dégagement historique de 25 minutes lorsqu'on s'adresse à un public américain, c'est quand même assez risqué. Surtout si on vise, on cherche vraiment à toucher le plus largement possible cet auditoire américain, on risque en réalité de le perdre et de le perdre assez rapidement au bout de 5 minutes ou 10 minutes. Et je pense qu'à ce titre-là, sur la forme, c'était en tout cas assez risqué de commencer par ce grande mise au point historique. Alors, il y a quand même eu quelques sujets concrets qui touchent aux relations entre les deux pays. Le président Poutine a rappelé que la Russie était dotée de systèmes hypersoniques à portée intercontinentale et donc supposément capable de toucher le territoire américain. Il a fait allusion aux systèmes notamment Avant-Garde, hein, qui sont des planeurs hypersoniques. Il a parlé à la toute fin de l'interview, donc là, il fallait vraiment attendre pratiquement, faire les 2 heures en fait, hein, du cas du journaliste américain Gerkovitch qui est enfermé en Russie. Et donc là, évidemment, on peut s'attendre à ce que ça touche directement à l'opinion publique américaine. Il a laissé entendre qu'un échange était possible. Il a également parlé, et là il s'adresse un peu plutôt à la frange isolationniste hein, de l'opinion publique américaine, sur finalement quel était l'intérêt des États-Unis dans l'Ukraine, et plus spécifiquement en Ukraine orientale. Il a eu une phrase, en gros, qui consistait à dire, mais qu'est-ce que vous avez à faire, ce qui se passe à des milliers de kilomètres de vos frontières en Ukraine orientale, alors que vous avez une dette publique colossale, que vous avez des problèmes migratoires à vos frontières, que vous avez des problèmes économiques. Là, évidemment, il appuie là où ça fait mal, surtout dans le contexte que j'évoquais auparavant de blocage persistant au Congrès pour débloquer l'aide américaine. Donc il y a eu quelques sujets comme ça qui pouvaient toucher une fois de plus aux relations entre les deux pays. Oui, il a dit aussi, alors, le journaliste se posait la question de savoir qui préférait en gros entre Biden et Trump, et finalement lequel des deux serait la meilleure affaire pour la Russie. Ce à quoi il a répondu, en gros, que peu importe qui siège à la Maison-Blanche, le problème, c'est pas tellement le président, mais ce sont les élites américaines qui sont extrêmement, selon lui, braquées contre la Russie. Et pour étayer, j'allais dire, cet argument, il expliquait qu'il avait d'excellentes relations avec George Bush Jr., hein, et que néanmoins, c'est sous la mandature, sous l'administration Bush Junior, a assisté à plusieurs vagues d'élargissement de l'OTAN et qui a eu le sommet de l'OTAN de Bucarest, hein, qui a ouvert la voie, en théorie, à l'hypothèse d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Bon. Bref, comme quoi on peut avoir d'excellentes relations avec un dirigeant de la Maison-Blanche, mais pour autant, la politique qui est menée par le gouvernement à ce moment considérée comme hostile aux intérêts russes. Alors, pour revenir sur l'Ukraine, eh bien, là aussi, notre actualité, je l'avais évoqué la semaine dernière, et on a eu le dénouement, je dirais, le lendemain de notre briefing, hein, c'est la nomination d'un nouveau chef d'état-major de l'armée ukrainienne, hein, avec Alexandre Syrski, qui remplace donc Valéry Zaloujny. Monsieur Syrski, donc, qui est originaire de la région de Vladimir, hein, en Russie, qui était aux affaires en 2014, donc lors du début du conflit, puisqu'il commandait un secteur notamment dans la Débaltsevo, hein, là où l'armée ukrainienne a connu une débâcle très importante. On lui attribue le succès de la défense de Kiev en 2022, comme on lui attribue certains succès à l'été 2022, lorsque l'armée russe est en reflux, hein, plus spécifiquement dans l'Est et dans le sud du pays. Monsieur Sirski a donné un entretien à la chaîne de télé allemande ZDF, à peine c'est une nouvelle fonction prise, hein. Il a également publié sur sa page Facebook un texte à l'occasion de cette prise de fonction, dans lequel il décrit, hein, je cite, la situation de l'armée ukrainienne comme étant extrêmement difficile, il estime que le conflit sera long et difficile, et que celui-ci rentre dans une nouvelle phase. Enfin, toujours sur M. Sirski que je cite, hein, il considère ukrainienne doit atteindre les frontières du pays qui échappent encore à son contrôle aujourd'hui afin de mettre un terme aux affrontements. Et donc à ce compte-là, il endosse, hein, j'allais dire, le récit, en tout cas l'objectif de M. Zelensky qui parle régulièrement de revenir aux frontières de 1991. Alors, dans l'immédiat, M. Sirski a j'allais dire, deux tâches, hein, deux missions assez urgentes. Première, c'est reprendre le contrôle de la situation à Avdiïv, hein, où la situation était effectivement très très dure pour l'armée ukrainienne. Pas rentrer dans le détail.
C'est une de ses premières tâches. La deuxième tâche, c'est gérer une nouvelle vague de mobilisation. On sait que l'armée ukrainienne a besoin de mobiliser de nouveau, hein, une nouvelle vague. C'était un sujet de divergence assez profond entre M. Zelensky et M. Zaloujny. Il va donc devoir, j'allais dire, s'atteler à cette tâche difficile. Euh, une dernière nouvelle, Gilles, avant de conclure. Je vous parlais la semaine dernière du Conseil de l'Arctique. La Russie envisageait, ou en tout cas n'excluait pas de quitter. La Russie, pour la première fois, a refusé, en tout cas n'a pas payé sa cotisation, pas acquitté de sa cotisation annuelle au Conseil de l'Arctique, ce qui est déjà un premier signe. Et toujours dans la catégorie des relations entre la Russie et les institutions internationales, cette semaine, M. Volodine, que j'évoquais tout à l'heure, a aussi laissé entendre que Moscou pourrait suspendre sa participation à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, et qu'en tout cas, ceci serait probablement validé par le vote des deux chambres du Parlement russe qui devraient intervenir avant la fin du mois. Je rappelle que la Russie ne s'est pas pu acquitter de sa cotisation annuelle auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE cette année, comme l'année passée. Voilà, Gilles, je te rends la parole. Merci. Merci beaucoup de tous ces éclairages. Alors, on a pas mal de questions sur des points assez divers d'ailleurs. On va peut-être continuer sur l'Ukraine et on nous pose bien sûr la question, et qu'est-ce qu'il y a dans les accords, enfin l'accord bilatéral de sécurité qui doit se signer entre la France et l'Ukraine? Bah, disons qu'on n'en sait rien, mais on peut formuler l'hypothèse qu'il pourrait avoir des clauses relativement similaires à l'accord qui a été signé entre les Britanniques et les Ukrainiens il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines et que j'avais détaillé. Euh, si on cherche, si on s'en inspire, alors on va trouver euh, non pas déjà, alors ça c'est important, non pas des garanties de sécurité. Il y a à aucun moment la notion de garantie de sécurité qui est employée dans le document signé par les Britanniques et les Ukrainiens, mais il est plutôt question d'engagement de sécurité. Et la sémantique compte beaucoup, évidemment, ce qui est moins contraignant que apporter des garanties de sécurité. Plus spécifiquement, il est question évidemment de coopération dans le domaine de la sécurité, de coopération dans le domaine de l'industrie de défense. Il est question de soutien financier, il est question toute une série de mécanismes de soutien à l'Ukraine qui doivent lui permettre de renforcer son potentiel militaire, sa robustesse, j'allais dire, économique, sa résilience aussi économique. Bref, c'est un document qui est en ligne hein, sur le site du ministère britannique des Affaires étrangères. Vous pouvez consulter. On peut raisonnablement penser que dans les grandes lignes, le texte franco-ukrainien sera probablement du même acabit. Cela dit, il y aura une version qui sera très certainement accessible en ligne, que je lirai, que j'analyserai et je vous restituerai tout ça ensuite lors d'un prochain briefing. Merci. Toujours dans le domaine politico-militaire, donc on signale que messieurs Pistorius et Lecornu ont signé une lettre d'intention sur l'assistance à l'Ukraine et l'Allemagne co-dirigera une coalition de blindés avec la Pologne. Est-ce là la preuve que Washington transfère la charge à l'Union européenne? La charge militaire, j'imagine, aux coopérations. Ouais, ouais. Alors déjà, cette notion de coalition, elle date de plusieurs mois, hein. C'est-à-dire que les pays du groupe de Rammstein, hein, que j'évoquais occasionnellement, alors je ne l'ai pas évoqué, mais ils se sont réunis à Bruxelles et en ligne, en présentiel et en offline, j'allais dire, et en online hier, mais je n'ai pas évoqué parce qu'il n'est pas sorti grand-chose en réalité de cette réunion, puisque tout le monde attend la tournée de Zelensky en Europe pour voir se préciser des choses. Euh, mais donc, les pays de ce format de Rammstein ont décidé depuis plusieurs mois de créer des coalitions thématiques, hein, j'allais dire, en fonction du matériel et des capacités considérées. Par exemple, effectivement, les Allemands sont dans la coalition pour les blindés. Il y a une coalition pour les navires, pour les bateaux, où on voit les Britanniques, notamment, qui jouent un rôle majeur. Il y a la coalition pour les F-16, dont j'ai déjà parlé, où on trouve les Hollandais, les Belges, parce qu'ils vont donner des F-16. Il y a une coalition pour les drones. Bref, il y a plusieurs sortes de coalitions, dans lesquelles d'ailleurs on peut trouver les Américains aussi. Ça, c'est un premier élément. Alors maintenant, dire que la création et j'allais dire l'activation de ces coalitions est une preuve que les Américains se désengagent ou transfèrent le fardeau sur l'Europe, on va voir. Comme je l'ai dit, ils sont dans certaines de ces coalitions. Ils peuvent contribuer, ils peuvent prendre des contrats aussi.
Maintenant, si jamais ce paquet d'aides, au final, n'est toujours pas voté ou s'enlise, j'allais dire encore pour des semaines et des mois, j'allais dire de fait, ce sont les Européens qui vont porter l'essentiel du fardeau, comme c'est indiqué dans la question. euh, Économique, militaire, et on comprend bien que là, on joue plus dans la même catégorie. Si on retire les Américains et leur assistance militaire, technique, financière, évidemment que les Européens ne pourront pas combler le fossé, ça a déjà été connu par M. Borrell depuis des mois, mais néanmoins, il y a toujours cette volonté de continuer d'affirmer, d'afficher son soutien, évidemment. Kiev. D'accord, merci beaucoup. Alors, toujours un peu dans ce domaine-là, mais un peu différent. Néanmoins, il semblerait qu'il y ait une participation, il semble nouvelle, de la Suisse aux exercices de l'OTAN. Est-ce que c'est quelque chose qui peut conduire la Russie à prendre des sanctions contre la Suisse ou est-ce que c'est normal? Enfin, voilà. Quelle est la réaction à ça? Ce que je peux dire, c'est que les Suisses, au départ, n'étaient pas considérés, n'étaient pas dans la liste des pays inamicaux. Ils ont été rajoutés par les Russes dans la liste des pays inamicaux bien après, j'allais dire, tous les autres, hein. Parce que de toute manière, même si la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, elle finit avec un certain décalage, mais elle finit quand même par s'aligner sur le respect des sanctions européennes et finalement s'insérer dans le dispositif, hein, de sanctions contre la Russie. Alors qu'après, il y a un prolongement de cela, ou plutôt une continuité sur le volet défense avec la participation de la Suisse aux exercices de l'OTAN. Je n'ai j'ai pas le détail de l'information, mais je ne serais pas véritablement surpris. Je pense que la Suisse, de manière évidemment une coopération militaire avec l'OTAN, et d'ailleurs représentée, il y a des officiers de liaison suisses à l'OTAN, à Bruxelles, hein, depuis en réalité enfin, depuis des années, c'est pas nouveau et que donc elle peut être associée, le cas échéant, à certains types d'exercices. Évidemment, là, le contexte est extraordinaire, d'une part, et d'autre part, c'est les plus gros exercices de l'OTAN, comme je l'ai dit, depuis la fin des années 80. Pour autant, est-ce que ça va pousser les Russes à prendre de nouvelles rétorsions contre la Suisse? Je ne sais pas. C'est possible, on ne peut pas l'exclure, mais oui, c'est possible. Pourquoi pas? Merci. Toujours dans le domaine international, est-ce que le fait qu'il y ait un nouveau président finlandais change quelque chose dans la donne? J'ai pas compris. Est-ce que le fait que quoi? Un nouveau président finlandais. Ah, non, je pense que ça change strictement rien. Il y a eu un basculement, qui est un grand basculement, parce qu'on parlait ces grands shifts, hein, pour prendre un terme anglais, l'année dernière, hein, avec le réarmement allemand, avec l'abandon de sa neutralité. Bon, enfin, neutralité finlandaise, c'était, comment dirais-je, entre guillemets, mais bon, effectivement, son statut hors bloc, on va dire, par la Finlande, la Suède aussi, qui s'intègre dans l'OTAN. Bon, ça fait partie de ces grands basculements, là, peu importe qui sera le président, en tout cas à ce stade du conflit en Ukraine, ça ne change pas grand-chose. Il y a un mouvement de fond qui est engagé. Et la fermeture des frontières entre la Russie et la Finlande en est une manifestation. La création d'infrastructures militaires, en tout cas de base américaine en Finlande, en est une autre. Je pense que là, on est parti pour des années et des années, et, indépendamment de la personnalité qui se trouve aux affaires à Helsinki. Il y a une certaine unanimité dans la classe politique finlandaise sur la position vis-à-vis de la Russie. Il n'y a plus vraiment un parti pro-soviétique comme on a Ouais, connu à l'époque de la d'accord. finlandisation. C'est fini ça, c'est terminé. D'ailleurs, d'ailleurs, le terme de finlandisation, maintenant, il faudra le revoir parce qu'il ne peut plus dire la même chose. Tout à fait. Pour rester chez les Baltes, qu'est-ce qu'on doit penser de l'avis de recherche lancé contre la présidente estonienne? Oui, alors c'est contre la présidente estonienne, puis contre d'autres dirigeants baltes, hein. Ils en ont pris, je crois, deux ou trois ces derniers jours. Je crois, le Premier ministre, je ne sais plus desquels. C'est à relier avec, alors, soi-disant, avec la politique de démontage des monuments soviétiques dans les pays baltes. Moi, ça m'appelle plusieurs réflexions. D'abord, ces démontages, ils ont commencé à apparaître avant le début du conflit en Ukraine, hein. C'est quand même quelque chose qu'on a observé déjà il y a plus de 10 ans, hein. D'une part. D'autre part, on l'observe dans d'autres pays de l'Europe orientale, ce qu'on appelait les PECO à l'époque. En République tchèque et ailleurs, on a aussi démonté des monuments soviétiques. Donc, est-ce que c'est un début? Est-ce qu'ils vont généraliser ça à d'autres
d'autres dirigeants d'Europe centrale et orientale, où on a vu des démontages de monuments soviétiques, c'est possible. Quelle est la portée de ces avis de recherche? En pratique, pas grand-chose. C'est plutôt, je dirais, un geste, un avis de recherche qui a une portée plutôt symbolique, hein, à mon avis. Par contre, ça peut avoir des répercussions assez concrètes si, par exemple, les Estoniens, en représailles malgré tout, décident de fermer la frontière avec la Russie. Euh, au prétexte, au prétexte d'une pression migratoire, c'est comme ça que c'est présenté, c'était présenté aussi comme ça par les Finlandais, hein, c'est le scénario finlandais hein, pour l'instant, de dire qu'il y a des migrants qui se présentent à la frontière. Alors quand ils disent migrants, ce sont des personnes qui arrivent d'Afghanistan, d'Afrique et d'ailleurs, qui arrivent en vélo ou à pied à la frontière et qui sont visiblement sans papier ou qui ont des situations très compliquées. Et c'est ce qui a poussé les Finlandais à fermer la frontière, mais on comprend que c'est quand même plutôt un prétexte plus qu'autre chose. Pour l'Estonie, c'est pareil. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a eu un communiqué, d'ailleurs, le lendemain du lancement de cet avis de recherche, en Estonie pour dire que l'Estonie surveillait très près la situation migratoire à la frontière entre la Russie et l'Estonie et qu'elle constatait une augmentation de cette pression migratoire. Ça se trouve, on va avoir le même scénario qui va se mettre en place avec la fermeture des points de passage à la frontière entre les deux pays. Ça peut avoir un impact direct, en revanche, y compris pour les Français et autres qui sont encore à Moscou et qui, le cas échéant, empruntent ce trajet pour rentrer en France ou se déplacer en Europe. Oui, on surveille la situation de près parce que c'est vrai que c'est assez mouvant. Voilà. Ouais. Pour revenir plus à la politique russe intérieure, l'interview de Poutine, bon, certes destinée essentiellement au public américain, mais est-ce que ça a un écho à l'intérieur de la Russie? Ouais, honnêtement, le public russe, je pense que tout ce que le président russe a expliqué pendant 2 heures, le public russe l'entend tous les soirs à la télé depuis 2 ans, si c'est pas depuis plus longtemps. Je pense qu'ils n'ont rien appris de nouveau. En revanche, ça vient valider, confirmer, étayer l'idée selon laquelle la Russie n'est pas isolée, puisque ce qui est régulièrement mis en avant par évidemment les médias en Russie, mais même ailleurs, puisqu'il y a un journaliste controversé, certes, mais néanmoins vedette, qui vient prendre. D'ailleurs, la première interview accordée par le président russe à un journaliste en face à face depuis le déclenchement de l'opération spéciale, puisqu'après, il a fait des visites où il était interviewé par des journalistes dans certains contextes. Il y a évidemment la ligne directe. Mais là, on a un face à face où il consacre 2 heures de son temps à un journaliste qui plus est étranger, qui plus est américain, pour expliquer l'opération spéciale d'Ukraine, etc., etc. Ça, il ne l'a pas accordé à un journaliste russe, qui que ce soit d'ailleurs. Donc, ça a un raisonnement de ce point de vue-là, probablement, mais je pense que somme toute, l'impact est assez limité, hein, en Russie même, je veux dire. Et là, du coup, on nous pose la question, considérez-vous que l'interview du président Poutine est susceptible d'influer sur l'opinion publique européenne? Bah, son interview, je ne sais pas, parce que je ne suis pas certain qu'il y aura beaucoup d'Européens qui vont la regarder, je vais dire, in extenso. Quand on voit le compte Twitter de Tucker Carlson, il y avait, je crois, j'ai regardé hier, 200 millions de vues. Mais 200 millions de vues, c'est ce que ça veut dire. Ça peut être des gens qui ont regardé 20 secondes, comme qui ont regardé 2 minutes, qui ont regardé les 2 heures. C'est très vaste. Après, il a été feuilletonné, cette interview a été feuilletonnée, chapitrée. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont aller voir un chapitre qui les intéresse plus qu'un autre. Bon. En revanche, c'est surtout la réaction que cette interview a suscité en Europe auprès des experts, des journalistes, qui peut-être va amplifier cet intérêt. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'était publié donc le vendredi pendant tout le week-end, il y a eu des journalistes et des commentateurs qui se sont sentis obligés de publier des fils Twitter à rallonge pour critiquer et attaquer cette interview, expliquer que c'était la propagande, critiquer tel et tel aspect de l'interview, faire du fact-checking, etc., etc. Et donc ça fait de la publicité, en fait, pour l'interview. Et donc ça, c'est susceptible peut-être effectivement d'attirer un peu plus de vues. Mais je suis pas. Est-ce que ça va faire changer fondamentalement, j'allais dire, les positions des gens et de l'opinion publique? J'en doute. J'en doute, à vrai dire. Bien, on va essayer sur une question un petit peu différente, qui est plutôt liée aux élections, mais c'est en fait plus une question de fond. On connaît assez bien le Parti communiste, on connaît assez bien le LDPR, mais qui sont les gens nouveaux?
Ça regroupe qui? Qui sont ces gens? Quel est leur message politique? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus et on finira sur cette question? Alors c'est, j'allais dire, le plus récent des partis qui ont été, qui sont rentrés à la Douma à la faveur des dernières élections législatives, hein. À l'époque, on avait proposé des analyses un peu sur d'où venait ce parti, effectivement, et qui sont ces gens nouveaux. Bon, donc en théorie, c'est par définition un parti d'opposition systémique, hein, puisque le système est fait de telle sorte en Russie qu'on ne rentre pas à la Douma par hasard. On a une position qui est cooptée. Sauf que il est porteur, j'allais dire, sur le fond et sur la forme d'un discours qui est, comment dirais-je, moins docile avec le pouvoir, c'est-à-dire avec des... c'est un peu le caillou dans la chaussure, hein, si jamais tu me permets l'expression, suivant les sujets. Par exemple, sur la loi, en ce qui concerne la loi sur la confiscation, que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, je crois qu'ils ont trois ou quatre députés à la Douma, j'en ne vaux pas plus, mais bon, c'est déjà bien, hein, vu leur situation. Eh bien, ces députés ont voté contre ce projet de loi, hein, sur la confiscation, d'une part, et d'autre part, lors des différentes lectures, ils ont demandé des éclaircissements. Ils ont demandé des éclaircissements sur la notion de propriété. Qu'est-ce qu'on entendait par propriété? Comme je vous l'avais expliqué il y a quelques semaines, est-ce qu'on va confisquer l'ordinateur portable, le téléphone, l'appartement, la voiture? Dans quelle mesure on peut considérer que ces objets ont servi, par exemple, à discréditer l'armée russe? Bref, juridiquement, ils ont essayé de couper les cheveux en quatre pour un peu préciser certaines notions avant de voter le texte. Ce que font forcément les autres partis d'opposition systémique, hein. Et d'autre part, récemment, à la faveur de faits divers qui ont eu lieu en région où des gens ont pu être condamnés pour des faits d'extrémisme, eh bien, ils se sont tournés vers le Conseil constitutionnel pour que ce dernier précise la notion d'extrémisme. Qu'est-ce qu'on entend par extrémisme dans le comportement des gens? Est-ce que c'est porter des boucles d'oreilles aux couleurs, par exemple, qui pourraient rappeler le symbole LGBT? Est-ce que c'est de l'extrémisme? Bon, d'accord, ben, il faut préciser un petit peu le champ d'application de cette notion. Et donc, ils vont se tourner avec des recours légaux, hein, pour essayer, voilà, d'être, comme je dis, un peu le caillou dans la chaussure du système. Alors, pour l'instant, il reste un système évidemment comment dirais-je, de l'opposition systémique, mais en fonction du score qui est fait à l'élection présidentielle par M. Davrenkov, surtout si jamais il rassemble pas mal de voix, eh bien, il va peut-être se sentir obligé de devoir être aussi le porte-voix de gens qui ont des idées encore plus, comment dirais-je, en dissonance avec le mainstream russe. Et donc ça risque de le mettre en porte-à-faux par rapport au deal, hein, à savoir lorsqu'on est un parti d'opposition systémique, de ne pas non plus faire trop de vagues. Et par conséquent, soit il va décevoir ses électeurs, avec les conséquences que ça peut avoir pour les élections législatives de 2026, soit s'il le fait, il va jouer un jeu risqué, au risque de compromettre même, j'allais dire, la pérennité du courant et de ce parti Jean Nouveau. Voilà assez schématiquement ce qu'ils ont fait et qui ils sont. Merci beaucoup parce que je pense que c'était une interrogation pour beaucoup de gens qui sont ces gens nouveaux. Voilà, on en sait un petit peu plus grâce à toi. Merci donc pour toutes ces informations. Donc c'est la fin de ce 188e briefing. On se retrouve jeudi prochain, comme toujours. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Donc n'hésitez pas à faire suivre ces briefings, à mettre des pouces bleus, à faire tout ce qu'il faut pour que ce soit mieux référencé. Et ce sera mieux pour tout le monde comme ça. Donc, bonne soirée à tous. Merci encore, Igor. Et comme toujours, la C6 France aussi se tient à vos côtés. Tenez bon.